bonjour et bienvenue à Jérôme Chantreau. Bonjour. Qu'on est ravi de recevoir en ce jour de rentrée scolaire, puisque vous êtes encore enseignant. Je suis en disponibilité. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 22 ans, je ne fais pas la rentrée. Vous faites la rentrée littéraire et pour nous, elle est plus importante. Voilà. Vous êtes enseignant au Pays Basque, et donc, vous êtes en disponibilité au Pays Basque, donc c'est une région qu'on a plaisir à mentionner. Et vous nous présentez aujourd'hui Bel-Hazard, votre 3e roman, après 2 romans assez personnels, Avant que naisse la forêt et Les enfants de ma mère. C'est encore, qui était paru aux éditions Les Escales, et cette fois-ci, il paraît aux éditions Phébus, ça a son importance. C'est encore un roman très personnel, qui n'est pas sur votre famille, qui est sur un adolescent qui va vous laisser perplexe et que finalement on adore, qu'on aurait beaucoup aimé rencontrer, même si je pense qu'au premier abord, on l'aurait fui. En écrivant Bel-Hazard, qui est le portrait de cet adolescent et de ce qui lui est arrivé, qu'est-ce que vous avez cherché ? Parce que j'avais prévu de vous demander qui était Bel-Hazard. Et en fait, c'est pas le personnage qui nous importe, c'est qu'est-ce que c'était presque que la galaxie, le mouvement, le personnage et tout ce qui l'entourait. Alors, il faudrait peut-être commencer par dire que moi, j'ai voulu écrire à partir de la mort de Bel-Hazard. Une mort que j'ai appelée l'effet Toutankhamon, c'est-à-dire pour aller vite et pour ceux qui ne l'ont pas lu. Alors, vous inquiétez pas, je dévoile absolument pas le fond du livre, mais il meurt un 13 février 2013, au 13 rue de l'Éternité. Donc, vous voyez, ça commence comme ça. En bas de chez lui, dans un contrôle de police, d'une balle dans la tête, tiré de sa propre arme, un vieux revolver de 1914, de poilu. C'est lui qui a tiré, et ce n'est pas un suicide. Vous voyez, ça commence comme ça commence un peu à la Agatha Christie. Et moi, je connaissais donc Bel-Hazard, il avait été mon élève, alors pas beaucoup en latin, donc 1h30 par semaine, mais je le connaissais un peu. J'avais vu qu'il était un personnage totalement fantasque, il s'habillait de grandes bottes en cuir, de grands par-dessus, une mèche à la Albator. Il rendait des copies tapées à la Remington, toujours, jamais à la main, sauf à l'école, mais chez lui, tapé à la Remington, sur des feuilles à en-tête d'un magasin d'import-export de bananes de son grand-père. Donc vous voyez à peu près le gamin, en échec scolaire, évidemment. Enfin, je dis évidemment parce qu'il était tellement en dehors de la scolarité qu'il en était en échec. Et puis c'est à peu près ce qu'on voyait. On savait très bien qu'il était intelligent. C'était dans les années 2010, sur ce qu'on appelle les EIP, les élèves intellectuellement précoces. Il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là, mais on se doutait bien qu'il était très intelligent, sauf qu'il était en dehors des clous. Voilà ce que j'en savais. Et puis en 2013, il était revenu en Bretagne, c'est un pur breton, et il meurt. Moi, j'apprends sa mort par mon beau-fils, qui était un de ses meilleurs amis. Et puis pendant 4 ans, et je dois dire que je ne me suis pas vraiment intéressé plus que ça. Ses parents venaient quelquefois dîner à la maison, j'entendais ça, et puis voilà. Et puis il y a eu un déclic, 4 ans plus tard, la mort d'une de mes élèves, et qui m'a replongé vers Bel-Hazard. Et là, je me suis dit, effectivement, d'abord, je crois que j'étais prêt à ce moment-là à écrire, et il faut qu'on soit prêt pour écrire un livre. Et puis, il y avait une sorte d'envie de parler de ces élèves qu'on voit, qu'on rencontre. Et puis un jour, alors évidemment c'est peu, mais ça nous marque, un jour ils disparaissent. Donc voilà, l'idée c'était de raconter ça, et puis de partir de sa mort. Il faut ajouter aussi que les suites de sa mort ont été particulièrement dramatiques et étranges. Sa mère connaissait Olivier Messner, qui était un des ténors du barreau à cette époque-là. Messner accepte de prendre l'affaire pro bono, pour rien. Et donc, quand un avocat de cette envergure se lance gratuitement dans une affaire, c'est qu'en général, il a senti quelque chose. C'est pas par pure amitié. Un mois plus tard, on retrouve son corps qui
flotte au large de la petite île qu'il a dans le golfe du Morbihan. Et là, c'est un suicide. L'affaire est reprise par son cabinet, notamment le fils BHL, qui reprend ça, mais il est plus intéressé par des cas un peu plus brillants que celui-là. Donc ça vivote comme ça pendant 2 ans. Et 2 ans après, là on est en 2015, un jeune avocat, Valentin Ribet, très brillant, 26 ans, reprend cette affaire, pro bono toujours, relance la plainte de Messner 2 ans après. Entre-temps, un des 3 gendarmes s'est pendu, 3 gendarmes qui ont interpellé Bellazar ce soir-là. Le copain avec qui il était est interné en hôpital psychiatrique. Et le procureur est muté en Nouvelle-Calédonie. Et donc, la nouvelle proc accepte la plainte, qui est quand même une plainte contre X, possiblement contre la gendarmerie, hein, c'est pas rien, fait une nouvelle reconstitution. On est en 2015, 1er novembre 2015. Ça se passe très difficilement, très durement pour la famille. Il y a une 30aine de gendarmes qui entourent la scène, c'est très étrange. Mais le jeune Valentin Ribet est plutôt confiant. En tout cas, l'espoir renaît dans la famille. Et puis ce jeune mélomane, avec sa fiancée, décide d'aller à un concert de heavy metal. Et c'est au Bataclan et il prend une balle dans la tête. Donc voilà, ça c'est en 2015. Là, les parents de Bellazar décident d'abandonner. Ils ne décident pas d'abandonner, ils abandonnent parce que c'est trop pour eux, tout simplement. Il y a un non-lieu prononcé, mais sans avocat en face. Enfin, voilà. Et donc voilà, moi, 2 ans plus tard, je reprends cette histoire-là et je pense que je vais enquêter sur la mort. Et puis, finalement, j'arrive à votre question. Tout était prévu. Et puis donc, en enquêtant, je me suis rendu compte que cette mort, et c'est pour ça que je vous la raconte tout de suite, et c'est pour ça que je la raconte très vite dans le livre, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Alors d'abord, je suis pas un bon enquêteur du tout. Je suis pas Génada, ni Florence Aubenas, absolument pas. Non, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est d'enquêter. Alors, d'abord de comprendre que la vie de ce gamin mort à 18 ans était époustouflante, que c'était sans doute un artiste de très très haut niveau, ou qui aurait pu devenir un artiste de très haut niveau, mais quand même, pour vous donner un exemple, il devait avoir 2 ou 3 de moyenne en art plastique. Au même moment, vers 15-16 ans, il vendait des toiles, il exposait et vendait des toiles. Et donc voilà, c'est la vie et aussi l'œuvre de cet enfant, Bellazar, qui m'a inspiré. Et donc cette enquête, qui est au départ une enquête sur un fait divers, devient une enquête sur une œuvre et sur un artiste. Vous avez entendu parler du fait divers, vous avez entendu parler de la police en tout cas, vous avez entendu parler d'un écrivain qui s'intéresse à un cas adolescent. Rajoutons que ça se passe dans l'ouest de la France, en Bretagne, pour ce fait divers-là. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? C'est Jablonka, c'est Laetitia, c'est l'intellectuel qui s'approche de la culture de l'élève et qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a de très forts parallèles dans ces 2 livres, mais peu importe l'enquête policière, la preuve, on a dit beaucoup de choses, importe le hasard, beaucoup, on l'a dit dans ces rebondissements, mais ce livre-là et cette quête-là devient beaucoup plus personnelle pour vous, moins calculée, moins rationnelle que celle de Laetitia, qui est un livre que beaucoup d'entre vous ont lu, je pense. À quel moment vous sentez que vous allez laisser l'enquête policière de côté, que vous n'allez pas chercher les détails, alors que vous voyez en fait les parents assez souvent et que peut-être eux, la mère notamment, a continué à chercher. Vous, à quel moment vous vous dites que c'est autre chose, que peu importe l'enquête policière ? Alors, un mot sur le parallèle avec Laetitia de Jablonka, il est tout à fait juste. Comme je vous l'expliquais dans les coulisses, moi j'aime bien partir de quelques livres un peu tuteurs au départ. Et il y avait L'adversaire d'Emmanuel Carrère, De sang-froid de Truman Capote, et puis bien sûr Yvan Jablonka.
Laetitia. Alors, avec Laetitia, il y a plusieurs parallèles. C'est à moins de 100 km de là où s'est passée la mort de Bel-Hazar. C'est le même avocat, Olivier Messner. Et puis, il se trouve que la journaliste référente citée pendant 150 pages dans Laetitia, c'est Alexandra Turca, hein, elle est citée dans le texte, on peut la citer, journaliste à l'AFP, c'est mon amie d'enfance, c'est la première lectrice de tous mes livres, et elle a été justement ma référente quand il s'est agi de questionner un peu ce fait divers, et puis de savoir pourquoi ce fait divers était passé sous les radars. Et d'ailleurs, Jablonka explique très bien voilà, comment Laetitia devient une affaire nationale qui va remonter jusqu'à l'Élysée, et comment, ou plutôt il ne se l'explique pas mais il le dit très bien, une affaire peut passer complètement sous les radars. Et Bel-Hazar, c'est quand même un truc complètement fou, c'est 2 petits articles mais qui sont dictés par la préfecture. Donc voilà. Moi, c'était mes livres tuteurs, et c'est vrai que celui de Jablonka, c'est le dernier qui restait, et avec lequel j'étais un peu à touche-touche voilà, dans le temps que je faisais cette enquête. Et puis, à un moment, j'ai compris une chose. Jablonka, c'est un prof d'histoire, sociologue, prof d'histoire, etc. Donc, il est vraiment dans les détails, il est vraiment dans la sociologie, il est vraiment dans... Moi, je suis prof de lettres. Et finalement, c'est la grande différence entre les deux. Donc, j'ai compris que moi, mon chemin, c'était les symboles, c'était les formes artistiques, c'était ce qui est sous-jacent dans une œuvre. Là, pour le coup, l'œuvre d'un peintre, d'un sculpteur, d'un plasticien. Voilà. C'est à l'intérieur de ça que j'allais pouvoir m'exprimer. Donc, je pense que c'est la grande différence entre nous deux. À quel moment? Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de moment, mais il y a des moments un peu de stupeur, les uns après les autres, qui se sont enchaînés quand j'ai vu son œuvre, vu ses tableaux, et quand... alors, c'est vrai que les parents hein, sont assez différents dans leur manière de réagir. La mère, c'est vraiment celle qui se bat, celle qui relance la machine judiciaire, celle qui veut la vérité. Le père, lui, a une attitude tout autre. Avec son fils, il avait acheté une petite annexe dans un village de Bretagne pour y entreposer... alors, il faut ajouter que Bel-Hazar, c'est un grand collectionneur d'objets tout autour de la Première Guerre mondiale. Notamment, dans le garage de son père, il y a un taxi de la Marne que Bel-Hazar a voulu acheter à 14 ans, et donc il a acheté la carcasse, et il le retapait au fer à souder. Voilà. Et donc, quand il est mort, son père a dit, cette petite baraque, on va en faire le musée Bel-Hazar. Ce musée, il est toujours en train d'être préparé, et j'espère bien qu'il va voir le jour rapidement. Donc voilà, c'est avec le père surtout, c'est lui qui m'a fait entrer dans l'œuvre, et qui, petit à petit, de manière très douce, m'a montré les choses, voilà, des choses étonnantes. Et là, il y a eu effectivement un moment de bascule, mais progressif, dans l'univers de Bel-Hazar. Alors là, je ne sais pas si on peut en parler, mais là, c'est autre chose. C'est peut-être là qu'on va ralentir un peu, oui, pour les laisser tendus. Parce que vous avez utilisé le mot de stupeur. Est-ce qu'on dirait pas plutôt émerveillement, en fait? Enfin, peu à peu, ce livre et cette quête avancent, là où, dans le Laetitia, pour y revenir une dernière fois, on est de plus en plus dramatisé. Là, ce livre devient solaire, et on a de plus en plus envie de découvrir cet univers de Bel-Hazar. Et plus vous êtes émerveillé, vous aussi, et attiré par cet entourage, et plus il vous bouleverse et vous change, plus en fait on est énervé par l'institution scolaire. Et plus on aurait presque envie de revenir aux premières pages et de se dire, mais qu'est-ce que l'école a loupé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors moi je commence par moi. Hein. Au début, je voulais faire un petit brûlot contre l'éducation nationale, etc. Voilà. Et dire à quel point elle était incapable de prendre en compte justement ces élèves un peu trop grands, voilà, qui débordent. Bon.
Et je ne me ménage pas, puisque je raconte une scène où il est en cours de latin, sur l'ablatif absolu, donc des trucs très importants quand même, et il ouvre un journal. Il ouvre un journal, ostensiblement, et il lit son journal. Et je le prends très très mal. Je le prends vraiment comme un geste d'irrespect total. Je ne le connaissais pas très très bien à l'époque. Il avait 12 ans. Et je lui demande de fermer son journal, il ne le fait pas vraiment. Alors, il était très poli, hein, vraiment quelqu'un de très doux, mais en même temps extrêmement déterminé. Et je vois bien que tous ses copains commencent à comprendre qu'il y a là un personnage, et que ce personnage sort complètement de l'ordinaire. Donc il y a un jeu comme ça qui se fait entre nous deux, et puis bon, j'arrive à le faire poser son journal, et à la fin je dis à sa mère, dans un rendez-vous, que c'est pas la peine qu'il continue le latin, si ça l'intéresse si peu. Voilà. Mais je me souviens quand les élèves sont partis, j'ai regardé le journal. Et ce journal, c'était un journal que je n'ai plus jamais revu de ma vie. C'était une sorte de particulier à particulier, voilà, de journal des ventes sur les objets d'histoire. Notamment, vente d'objets qui tournent autour de la Première Guerre mondiale. Et je me suis dit, mais comment un gamin qui s'intéresse à ça, c'est-à-dire 12 ans, le poste à galène ou les jumelles d'artillerie de 1914, comment un gamin qui s'intéresse à ça, j'ai pu ne pas lui faire aimer le latin. Vous voyez. Là, il y avait un vrai questionnement. Donc, oui, ce brûlot contre l'éducation nationale, c'était aussi un brûlot contre moi. Hein. Voilà, je m'incluais parmi les profs. Au bout du compte, moi, parce que cette question revient, moi je pense qu'en fait c'est pas vraiment un problème de l'éducation nationale. L'éducation nationale a beaucoup progressé sur l'accueil des élèves en situation de handicap, en situation de ce qu'on appelle les 10 et même les EIP. Il reste encore beaucoup de chemin, mais l'éducation nationale a fait pas mal. S'agissant de Bel-Hazar, de toute façon, il ne rentre pas dans les cases. De toute façon, il ne rentre pas dans le cadre. Alors, on ne peut pas demander à l'éducation nationale, qui est un cadre, de s'adapter, de s'ouvrir, de devenir totalement malléable. Non, c'est comme retenir l'eau dans ses mains. Bel-Hazar, il n'est de toute façon pas fait pour l'école, puisque finalement, il n'avait besoin de personne d'autre que de lui-même pour apprendre. Alors ça, c'est une des caractéristiques presque magiques de ce personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui apprenait énormément, qui, à l'aune d'un enfant de 15, 16, 17 ans, pouvait passer pour un érudit, et je ne lui ai pas connu de professeur. Il a appris tout seul. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Cette enquête est donc une leçon de vie, parce que Bel-Hazar a beaucoup à nous apprendre, il vous a beaucoup appris, et à la lecture, finalement, on prendrait bien son mode de pensée. Même si parfois dangereux, on prendrait bien son mode de pensée. Donc lisez cette leçon de vie. Merci beaucoup, Jérôme Jantrand.